Bonsoir, à toutes et à tous. Bienvenue dans cette, présentation qui fera partie d'un schéma de 3 présentations qui sont sur le thème, de la politique, mais, du politique à la politique comme vous avez vu, dans le titre. Alors, avant de commencer vraiment à rentrer dans le sujet, je vais vous expliquer, 2-3 prémices et surtout pourquoi j'ai décidé de faire ce sujet. Comme vous l'avez vu, le titre c'est «Du politique à la politique», c'est-à-dire que j'induis qu'il y a une variation lexicale, si vous voulez, sémantique entre le politique et la politique et c'est justement là-dessus qu'on va jouer. Parce que je pense que, dans le cercle Richelieu, nous avons, différentes doctrines, qui se pas qui s'affrontent, mais qui cohabitent, même si elles sont toutes, royalistes, on a différents points de vue et cetera. Mais je trouve qu'il est quand même important d'avoir une référence, de s'accorder sur ce qu'on appelle une doctrine politique, ce qu'on appelle le domaine du politique, sur quoi justement notre doctrine, royaliste va s'appliquer en fait, sur quel champ. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en opposition dans mes titres, des 3 séances du coup, le politique et la politique et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une différence en français entre le masculin et le féminin de politique, même si le Wiki Dictionnaire va vous dire non, mais il y en a une. C'est que le politique, c'est ce qui est relatif à la police. La police, P-O-L-I-S, c'est, heu, le la cité, si vous voulez, on pourrait s traduire ça par la communauté politique. Voilà, en simple. Et la politique, c'est ce qui est relatif à l'exercice politique, c'est-à-dire, à une pratique, à une technique politique. Ces 2 termes vont avoir des conséquences majeures, étant donné que ça va mettre 2 visions de la politique qui semblent pas si différentes de ça, mais qui ont en fait un fossé idéologique radical. Il y a soit voir la politique comme une institution, comme instituer l'État, le gouverner, le faire une constitution. C'est la vision, antique, mais aussi la vision, médiévale, hein, qui est issue de cette philosophie politique antique. Soit c'est de voir la politique, quand on le met au féminin, comme, tout simplement une technique comme une autre et comme une espèce de somme d'artifice. Et cette, vision, c'est la vision qu'on peut considérer, comme actuelle, qui naît, notamment de divers écrits comme Le Prince de Machiavel, par exemple, mais surtout celui auquel je pense, c'est, Le Contrat social de Rousseau, où, la politique est complètement, dénaturée et devient vraiment la politique, mais vous allez le voir au cours des séances, vous allez comprendre pourquoi. Et avant donc, de commencer sur vraiment le vif du sujet, je tiens aussi à exprimer le fait que les 3 séances, ça va pas être l'éloge de quelque doctrine politique que ce soit, quoique vous allez voir qu'au final, ça va faire l'éloge, de du royalisme. Mais c'est vraiment de réfléchir sur le concept de politique, en soi, de comment il a été développé, dans différentes, doctrines, dans différentes philosophies et aujourd'hui, ça va s'attarder sur la philosophie antique et médiévale. Quand je dis antique et médiévale, c'est avec, de manière très large, hein. Antique, ça va comprendre Aristote, Platon et tous les philosophes à côté et médiéval, ça va être autant dans le monde chrétien que dans le monde musulman, que dans même le monde hébraïque. Oui, il y a des théoriciens politiques, juifs et ça va s'arrêter vers le 14-15e siècle. C'est vraiment Moyen Âge large. Mais on va retrouver des points similaires puisque les sources seront toujours, la philosophie aristotélicienne ou platonicienne, ça dépend des territoires. Et j'aimerais aussi dire que, ce n'est qu'un avis que je vais poser, enfin un avis, raisonné, argumenté, mais un avis quand même. C'est-à-dire que je suis pas là pour vous dire: «La politique c'est ça, ça c'est pas de la politique». La politique c'est le politique ou la politique, c'est des sujets comme l'art, on peut pas avoir une définition, si stricte que ça et donc je serais content même qu'on vienne me reprocher des points d'argumentation fallacieux, qu'on vienne me me critiquer sur certains points parce que, ça apportera une réflexion. Voilà, c'est un terrain de réflexion et je vais proposer diverses visions de la politique qui, des fois, peuvent choquer, hein. La 2e partie va choquer sur la technique politique, voir la politique comme une somme d'artifice, voir la politique comme conserver un pouvoir. Heu, Quand on va pousser le raisonnement jusqu'au bout, ça va faire, ça va faire penser aux pires heures de notre histoire, comme le disent certains. Donc commençons maintenant. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir la politique comme le sens antique, c'est-à-dire le politique. Et je vais essayer de développer un peu les différentes portes que j'ai ouvertes dans mon introduction, là, quand je vous parlais du politique et de la politique. En effet, si on voit la politique comme une somme d'artifices qui sont capables de garder le pouvoir, pour garder le pouvoir, alors
on ne fait pas une communauté politique, pour la faire évoluer, pour faire évoluer ces individus vers un bien quelconque. Ce qu'on fait, c'est instaurer une paix sociale qui calme les ardeurs égoïstes de chacun, qui concilie les égoïsmes, on pourrait dire, et qui va les frigorifier sous cette paix sociale qui est garantie par quelqu'un qui a le maintien du pouvoir. Et le but de la politique serait ce maintien du pouvoir. Dans l'autre cas, quand je dis le domaine politique, on est sur comment instituer la communauté, comment la régler, comment la gérer cette communauté politique, dont nous allons voir les caractéristiques plus tard, pour en vue d'une fin. Et cette fin, justement, on va se questionner sur quelle est cette fin, voilà. Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le divin? Est-ce que c'est la paix sociale? Est-ce que c'est, le bonheur de chacun? Nous allons voir plus tard que, c'est le souverain bien. Il y a aussi une politique, dont j'ai pas parlé, enfin une vision de la politique qui est un peu à cheval entre les 2 et qui est un peu, subtile, c'est la science politique. Si la politique est une science, dans le sens moderne, c'est-à-dire, comme la biologie, la physique et cetera, comme vous pouvez les connaître, alors la société ou les communautés politiques sont des objets d'étude. C'est-à-dire que les individus sont des objets d'étude qu'on doit regarder de l'extérieur et qu'on étudie de manière rationnelle et lorsqu'on fait ça, en fait, on objectivise la politique. Et objectiviser la politique, c'est faire en sorte que on puisse faire des lois scientifiques, qui sont des lois de vérité, auxquelles chaque action, chaque expérience, chaque événement politique doit se rapporter comme un cas de cette règle, comme la loi de la gravité, qu'on applique à tous les différentes choses qu'on voit dans la vraie vie. Une pomme qui tombe, voilà, on va dire, bah, ça rentre dans le cas de la loi de la gravité. Et en fait, la science, comme on l'entend, vise à donc, réfléchir sur la causalité, sur les nécessités, pourquoi, sur les comment cela se fait-il, et cetera. Et réfléchir comme ça, c'est rendre le domaine politique nécessaire. Mais il y a un point très important, c'est que le domaine politique est quelque chose de contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends une parole de d'Aristote, il dit: «Tout ce qu'il y a sur le monde sublunaire est contingent». Ça veut dire qu'en fait, il y a la possibilité du choix, de la délibération, et c'est très important pour comprendre le domaine politique. Le fait de faire un choix, d'opiner, voilà, si vous voulez le terme, c'est opiner. Le fait d'opiner fait qu'on incarne la règle en soi, parce qu'on doit prendre une décision, et quand on a la possibilité de prendre une décision, il peut être soit on choisit A et ça va et tout va se passer selon A, mais on aurait pu choisir B et tout se serait passé selon B sans casser la nature. Enfin, je veux dire, imaginons, est-ce que je dois me servir du thé ou du café? J'opine, mais si je me sers du café ou du thé, il y aura des conséquences complètement différentes, mais c'est d'une contingence extrême, vous en êtes conscient. Et donc c'est important de prendre conscience que à la fois la politique est nécessaire à l'homme, mais à la fois tout ce qui se passe dans le domaine politique est quelque chose de très contingent, heu, ce qui fait qu'on y prend des décisions et ce qui fait qu'il n'y a pas de vérité, absolue, que ça suit pas des lois scientifiques, mais que ça suit, des dispositions de chacun à être, bon dans son choix. Donc il faut adapter la règle, qu'il faut, heu, réfléchir et qu'il faut surtout débattre. Donc maintenant qu'on a fait cette, belle entrée en matière, pour poser les bases, on peut passer du coup, véritablement au fond du sujet. En effet, il faut savoir que durant l'Antiquité et le Moyen Âge, on a considéré la politique comme ordonnée à la nature. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en effet, je vous ai dit, le domaine politique, c'est quelque chose de contingent. Et en plus, dans la tête des gens, il y a d'un côté l'humain, de l'autre le naturel. En effet, la nature, ça semble suivre des lois autonomes de l'homme, c'est des lois de la gravité, les qui régissent, une plante, et cetera. Et on considère que le «naturel» entre grosses guillemets, c'est le sauvage, celui qui n'a pas de politique, celui qui n'a pas de société. Voilà, comme les animaux, ils sont pas en société, ils sont au naturel. Les animaux, pardon, par exemple, ne sont pas organisés en politique. Leur société ne peut pas être n'est pas taxée de la même manière que la nôtre, elle n'est pas humaine, étant donné qu'ils n'ont pas de loi. Et c'est cette question qui semble être importante. En effet, la loi semble être un élément qui permet de différencier groupes d'animaux, des groupes humains et même des différentes communautés humaines de la communauté politique. C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui le droit positif, qui est l'ensemble des règles qui sont promulguées par l'homme et qui organisent la communauté politique. Saint Thomas d'Aquin, l'appelle les lois humaines aussi, ça dépend des philosophes. Notre sujet d'étude aujourd'hui, il porte sur la
communauté politique et sur la relation avec la nature pour essayer de comprendre cette théorie qui a animé presque 2000 ans de politique, de manière de réfléchir, de conceptualiser la philosophie politique et cette relation entre donc la communauté politique d'une part et la nature. Et donc il va falloir différencier la communauté politique des autres communautés, des autres groupes, donc comme la communauté familiale, en montrant que la communauté politique, ça englobe, c'est la suprême communauté. Et ensuite, il va falloir, essayer de développer, cette nature. Comment elle est définie, chez les anciens, et comment on peut en faire sortir un ordre, l'ordre de la nature et comment la communauté politique se règle sur l'ordre de la nature. Donc pour ça, on va d'abord bien définir ce qu'est l'homme dans la nature, l'humain, et quelle est sa relation avec le politique. Donc, c'est là où on va parler de l'animal politique, vous avez peut-être déjà entendu cette expression et cetera. On va aussi parler de 2 types d'hommes, l'homme prudent et l'homme sage. Ensuite, on va parler de l'ordre naturel et de l'ordre politique. On va d'abord définir l'ordre naturel. On va voir que l'ordre naturel, la nature est organisée vers une fin, qu'on appelle un télos, je vais tout vous expliquer. Et que ce télos, c'est une fin qui se trouve dans le bien et que c'est, Dieu qui l'a placé, le télos, dans la nature, comme il a placé une âme dans les hommes, l'âme étant un télos elle aussi. Et que cette nature est organisée par une loi naturelle, et nous allons la définir comme la loi éternelle qui s'applique aux humains. Encore une fois, je vais développer plus tard. Ensuite, on va voir quel est l'ordre politique. On va voir que la politique, c'est une communauté des communautés, c'est la communauté suprême. Et ensuite, on va voir que la science politique, enfin, c'est-à-dire les connaissances qui sont liées à la politique et non plus la science objective, comme je l'ai dit au début, c'est ce qu'on appelle une science architectonique, c'est-à-dire la science des fins, qui étudie les fins de l'homme et qui parachève l'homme, qui l'achève, qui l'accomplit. Et enfin, dans une troisième partie, on va voir justement comment l'ordre politique, que j'aurais détaillé, peut se conformer à l'ordre naturel, que j'aurais lui aussi détaillé, et comment peut apparaître un corps social où on peut faire un strict parallélisme entre ce corps social et le corps humain, en fait. Et vous allez voir, c'est quoi vraiment le fond de pensée de la théorie qu'on appelle du microcosme-macrocosme, et je vais m'appuyer là-dessus, la dernière partie sur Platon, et ensuite je vais questionner justement ce qu'il dit sur la tripartition de l'âme et la tripartition de la société. Et vous allez voir que tout est lié. Donc je commence avec déjà le sujet de notre discussion, parce que on parle de communauté politique de nature, mais il faudrait d'abord définir les gens qui sont dedans. Pourquoi? Et les gens qui sont dedans, c'est l'homme. L'homme, je pense que vous avez déjà tous entendu cette phrase, l'homme est un animal politique. Célèbre phrase d'Aristote qui sort au début de sa politique, me semble. Il le dit en grec, en disant zoon politikon, heu, Z-O-O-N, politikon, avec un K. Pourquoi je précise, le grec? Parce que zoon, ça veut dire l'être, ça veut pas vraiment dire l'animal. Par exemple, une plante peut dire zoon et zoon se met en couple avec un autre mot en grec qui s'appelle bios, qui a donné biologie. Bios, ça désigne l'étang, c'est-à-dire le vécu d'une personne, une expérience de vie. C'est-à-dire que lorsque Aristote dit le zoon politikon, ça veut pas dire que la vie est que l'homme, a un vécu politique. C'est-à-dire que l'homme, son expérience de vie, c'est de la politique, voilà, il vit en société. Non, 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 non. C'est-à-dire que dans son essence même, si vous voulez, pour être très prosaïque, au fond de ses veines, il a le politikon. Et pourquoi il a le politikon? Et là, c'est la suite de la citation d'Aristote où se trouve l'animal politique, c'est parce que l'être politique, c'est ni une bête, ni un dieu. On se place dans un contexte, polythéiste, du coup, il y a des dieux, voilà. La bête, elle suit des lois qui ne sont pas d'elle. Elle est non raisonnée. Le dieu, il est purement raisonné. Enfin, il faut vous enlever les comment dire? Vous enlevez les histoires de mythologie, hein. Là, quand Aristote parle de Dieu, c'est comme s'il parlait d'anges, d'esprits de pure raison. Donc et les dieux sont purement raisonnés. La bête, elle n'a pas besoin de politique parce qu'elle n'a pas besoin de se donner des lois et qu'on lui donne des lois, puisque elle est déjà programmée presque par Dieu ou par qu'est-ce que vous voulez. Le Dieu, lui, il n'a pas besoin de vivre en société, il est autarcique parce qu'il est pure raison, il est déjà achevé. L'homme, il est entre les deux. À la fois, il a la raison et donc il peut se donner des lois et il n'a pas besoin qu'on le règle comme un programme. D'autre part, il n'est pas parfait et c'est un être de chair et de sang. Du coup, il ne peut pas être autarcique comme le Dieu et il n'est pas achevé.
car il a l'intelligence, la raison en lui, l'âme intelligente qu'on appelle ça, mais comme il a d'autres âmes en lui, comme l'âme nutritive, l'âme sensitive, comme il doit se nourrir, sentir, et cetera, c'est pas comme le Dieu qui est totalement achevé, donc il doit faire quelque chose. Et c'est ce paradoxe, cette ambivalence entre à la fois une capacité à être autonome, donc se donner des lois, et une capacité, à une incapacité d'être en autarcie, ça pose ça définit en fait ce zoon politikon. La fin de l'homme se trouve dans la politique. La fin de l'homme, dans le politique, pardon. C'est-à-dire que l'homme ne peut s'achever que en étant en société organisée par des lois. Ces lois devant l'inciter à se donner à lui-même des lois pour qu'il soit dans le bon. Car l'achèvement de tout être, c'est le bien. Hein. D'ailleurs, d'abord, le bien défini chez les philosophes antiques et même très tardifs antiques, le bien définit d'abord l'achèvement, la fin, la perfection. Et ensuite, ça définira une valeur morale. Et d'ailleurs, le bien de la morale, c'est le bien moral. Voilà. C'est pour ça qu'on a confondu ensuite euh, les deux termes. Et donc, lorsque je dis que l'homme est un animal politique, c'est aussi parce qu'il possède quelque chose que toute autre espèce n'a pas. Les autres espèces ont ce qu'on appelle en grec la phoiné, qu'on pourrait traduire par la voix, mais la voix, ça a un sens humain du coup, le bruit intelligible, compréhensible, si vous voulez. La phoiné se caractérise par le fait qu'elle peut transmettre le plaisir, le déplaisir, le nuisible, le non nuisible. Quand un animal se prend un coup, il gueule ou il crie. Et il y a une autre forme de communication qu'on appelle le logos. Logos, logein infinitif, ça veut dire le dire, mais dans le sens du discours, produire un discours. Et en fait, ce logos, c'est une communication qu'on appelle médiate, contrairement à la phoiné qui est immédiate. C'est-à-dire que l'homme va communiquer par des étapes. Il va raisonner, il va revenir sur sa parole. Et toute son action, il va revenir dessus. L'action pratique, c'est-à-dire même le moindre objet, le moindre fait, va être source et peut être source d'un discours, puisqu'il peut se ressouvenir des choses et il peut revenir sur les choses, donc réfléchir dans le sens premier du terme, la réflexion. Et ainsi, l'homme, comme il a ce talent du logos, il l'emploie parce que, c'est en lui et en fait ce logos ne peut que faire en sorte que les sociétés soient des sociétés politiques. Car les sociétés politiques, la communauté politique, c'est là où on fait des lois, les lois qui sont, définies, comme des règles faites de raison pour, mener vers un bien et c'est là où on fait des lois et c'est nécessaire qu'il y ait le logos pour faire des lois. On ne peut pas faire des lois avec la foïnée et les logos impliquent qu'on fasse des lois parce qu'on va se régler, on va régler nos actions puisqu'on parle dessus. En fait, on parle sur nos actions. Et c'est là où il va y avoir un couple qui va se construire petit à petit entre l'éthique et la politique. En effet, et là, il faut regarder le schéma. J'espère que tout le monde voit le schéma. Je pense, oui. Et c'est là où il faut regarder le schéma. Le premier truc, là, ce que j'entoure. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce schéma et vous allez comprendre tout la portée de ce zone politique. Donc le zone politikon, on peut le représenter par un cercle qui est le cercle de la cause finale. C'est-à-dire que l'homme, et je vous ai dit que c'est un animal politique, c'est-à-dire qu'il a sa fin dans la politique. Mais avoir aimé cette fin, la politique, est aussi la cause de son action. C'est justement pour ça que j'ai représenté par un cercle, ici et ici. Voilà. La politique force l'humain à se regrouper en société, mais l'humain ne s'achève que lorsqu'il est en société. Par exemple, je peux prendre l'exemple de la vue. Un œil, il est fait pour voir, voilà, donc c'est la vision, mais la vision est aussi cause de l'œil. C'est ce qu'on appelle la cause finale. Et ce cercle, ça veut dire que ce n'est pas un agent extérieur qui donne à l'œil la capacité de voir ou je ne sais quoi. Non, non, c'est l'œil qui se donne la propre capacité de sa fin. Et c'est ça qu'on appelle le télos. Alors, en retranscrit, ça s'écrit comme ça, télos. C'est avoir sa fin en soi et ça s'oppose à la schéma, qui a donné schéma, c'est-à-dire le projet externe. Quand vous faites une table, vous faites schéma.
un homme qui se réalise, qui bouge tout seul, une âme, c'est télos. Et donc, l'homme qui se donne des lois, on pourrait se dire: «Oui, mais Hastings, l'homme qui se donne des lois, c'est plutôt du côté de l'éthique». Parce qu'en effet, l'homme qui se donne des lois, c'est l'homme qui se donne des lois morales, lui dire, «Oh, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de faire ça, il faut faire ça» et cetera. C'est du côté de la morale et je vois pas pourquoi, il y aurait besoin de la politique pour faire la morale. Et c'est là où les philosophes antiques ont, drôle de réponse. Considérer l'homme que selon le point de vue éthique, c'est considérer la moitié. Pour les anciens, notamment Aristote surtout, l'éthique se parachève, c'est-à-dire se termine dans la politique. De sorte que c'est parce que nous sommes un homme bon, ce que nous sort l'éthique, puisque quand on écoute correctement l'éthique, on est un homme bon, qu'on devient un bon citoyen, la politique. Et c'est parce que nous sommes un bon citoyen que nous sommes un homme bon. Et par sorte de réciprocité que le cercle représente, nous sommes continuellement bons, nous nous achevons en étant un être éthico-politique. L'éthique, c'est se gouverner soi-même, mais l'homme ne peut se gouverner soi-même que s'il arrive à gouverner autrui. C'est que s'il arrive à appliquer sa gouvernance aux autres. C'est là le autrui. J'ai mal écrit, c'est autrui. Et le fait qu'il se gouverne autrui lui permet de se gouverner soi-même. Et tout ça dans un cercle presque parfait. Et pour les gens qui sont curieux, la fin de l'éthique à Nicomaque s'achève justement sur la définition de la politique et sur le fait que la politique s'achève, l'éthique s'achève dans la politique. Aristote dira qu'on ne peut faire que pour regarder que l'éthique chez l'homme, c'est faire une abstraction, littéralement, c'est-à-dire sortir quelque chose d'un cycle, sortir quelque chose d'un ordre normal. Donc maintenant, vous savez qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que sa nature et qu'est-ce que sa nature vis-à-vis de la politique. Et je vous ai dit, en annonce que j'allais vous parler aussi, de 2 types d'hommes, finis, accomplis. En effet, tout ce que je vous ai dit, j'ai cause finale, c'est pour vous expliquer que, bah, que l'homme s'accomplit dans la politique et s'achève dans la politique. Et heu, donc ça implique qu'il y ait un idéal d'homme, un homme parfait. Et cet homme parfait, hors toute théologie, hein, là on reste, dans le domaine, philosophique politique, il est de 2 sortes, en fait. Soit c'est l'homme prudent, soit c'est l'homme sage. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme prudent? Pourquoi je vous parle de prudence? Prudence, phronésis, chez Aristote, l'homme prudent, c'est celui qui est capable de prendre des bonnes décisions politiques. En effet, puisque je vous ai dit que l'homme s'achève dans la politique, il est tout à fait normal que l'homme parfait soit l'homme qui soit le meilleur en politique. Et l'homme qui est, le meilleur en politique, c'est l'homme qui est à la fois bon et à la fois bon citoyen. Il est capable de prendre les bonnes décisions et toute son action se fait de manière réfléchie et de manière à optimiser le bien de la cité. Il est dans ce qu'on appelle la praxis, et la praxis, ça veut dire l'agir. Et je vais citer Arendt ici, dans sa Condition de l'homme moderne, chapitre 5. Elle dit, en réfléchissant sur qu'est-ce qu'étaient les Grecs, l'agir, au sens le plus général, signifie prendre une initiative, entreprendre. Comme l'indique le grec archein, commencer, guider et éventuellement gouverner, mettre en mouvement, ce qui est le sens originel de aguerrer. Et en fait, vous vous rendez compte que l'homme qui agit, dans le sens grec, c'est aussi l'homme qui gouverne. Et l'homme qui gouverne, c'est l'homme qui agit. Mais gouverner et agir en politique se fait grâce au logos, au discours, parce qu'on revient sur son action, on en fait une parole, on en fait une raison, on en fait une action si on est dans un certain type de régime, on convainc son monarque, par exemple, si on est dans un autre type de régime, etc., etc. Et donc, il est tout à fait normal que l'homme vertueux soit l'homme prudent, celui qui est capable de prendre de bonnes décisions. Sauf que, on pourrait se dire aussi, moi j'ai entendu, Hastings que, le meilleur des hommes, c'est l'homme sage. Et effectivement, ce n'est ni Aristote, ni Platon, ni saint Thomas d'Aquin qui vont vous dire le contraire. En effet, l'homme sage, c'est l'homme qui, est un être qui est presque de pure raison. Là, il va falloir regarder attentivement ce schéma-ci. L'homme, le sage, pardon, c'est l'homme qui, selon Aristote, vit ce qu'on appelle une vie théorique. C'est-à-dire que notre âme est divisée en 3 parties. Une âme nutritive, donc ce sont les bas instincts végétaux qui servent à se nourrir. Une âme dite sensitive, qui nous sert à sentir le plaisir et le déplaisir. Et une âme dite intellective, pardon, ou noétique, de nous en grec, qui est l'âme intellective. Et s'accomplir en tant qu'humain, c'est aller vers le haut de son âme.
Donc l'âme intellective et l'action intellective par excellence, c'est contempler. Et le sage, s'il fait, c'est contempler la vie, contempler le beau. Là, ça serait aller vers Plotin, qui parle du beau parfait. Plotin, qui est très important d'ailleurs pour fonder le christianisme, mais c'est pas le sujet. Et du coup, le sage, c'est celui qui contemple la beauté du monde et qui, par ce fait, contemple la beauté elle-même. Et c'est, selon Aristote, Platon, et même tous les philosophes qui les suivront, aux Lumières, hein, encore eux, c'est la vie parfaite, la vie contemplative. Mais si vous êtes attentif, je vous ai dit, vous savez que l'homme sage n'est pas un homme qui vit vraiment dans la cité. Pourquoi? On n'a pas besoin d'être en cité pour contempler. Et la réponse, c'est ça. Pour Aristote, l'homme sage participe du divin. Alors, juste, je vais expliquer un symbole. Lorsque je fais H comme ça, l'ensemble H, c'est l'ensemble des hommes. L'ensemble D, c'est l'ensemble du divin, des dieux ou de Dieu. Voilà, c'est des signes, des notations que je me fais moi-même, hein, mais pour que ça soit clair pour tous. L'homme qui s'accomplit, il devient le prudent, c'est-à-dire qui est capable de faire le zoon politikon. Mais il y a aussi un homme qui s'accomplit, qui est le sage. Mais le sage s'accomplit parce qu'il participe de l'acte du divin. Le divin, c'est le beau parfait, le bien parfait, l'excellent, la perfection. Et le sage, en regardant le beau divin, il participe. Et donc le sage est l'homme accompli en participant du divin. Donc en fait, il sort un peu de notre définition, puisque aujourd'hui, en politique, en fait, on parle que d'hommes qui s'accomplissent en tant qu'hommes, et pas d'hommes qui s'accomplissent en tant que participants du divin, ou dans les religions polythéistes en étant presque divins eux-mêmes, quoi, des demi-dieux. C'est ça la définition de demi-dieu. Un demi-dieu, alors on vous raconte les histoires, voilà, d'Hercule qui fait un peu des conneries, blabla. Un demi-dieu, c'est ça. Celui qui participe et de l'humain et du divin, sauf qu'il participe aussi par ta naissance. Un sage, lui, il n'est pas né demi-dieu. Du coup, il y participe que du divin. Il en participe que par sa vie contemplative. Pourquoi je vous ai défini ça? Pourquoi je vous parle d'homme, de fin d'homme, divin, nanani, nanana? C'est très simple. C'est parce que notre question est de savoir quelle est la fin de l'homme pour savoir si elle se réalise dans la politique ou non. Et en conclusion de cette partie, on peut dire que l'homme a une fin qui s'accomplit par la politique, que son bien commence dans l'éthique et se parachève dans le politique, excusez-moi, et qu'il y a deux types d'âmes accomplis, le prudent dans la cité et par la cité, il est accompli dans la cité et par la cité, et le sage qui est accompli hors de la cité parce qu'il participe du divin et qui sort presque de l'humain. Et ensuite, que l'homme par sa nature a besoin d'avoir des lois, et son action se fait dans les médias, dans la réflexion, médias MEDIATS, pas médias journalistes, donc, il se fait par des médias et qu'on appelle le logos. Ainsi, la création, avec un grand C, a rendu nécessaire à l'homme la cité, car il n'est ni une bête qui ne se donne aucune loi et qui reçoit aucune loi hormis le programme qu'on lui donne dedans, ni des dieux qui n'ont besoin de personne puisqu'ils sont déjà achevés. L'homme a besoin de s'achever, mais il s'achève presque comme un dieu, c'est-à-dire dans la raison. Maintenant, passons un peu à la deuxième partie. En effet, je vous ai dit, maintenant on sait qui est l'homme vis-à-vis de la politique et comment il a été créé vis-à-vis de la politique. Il faut maintenant définir cet ordre naturel qui est si cher aux anciens et qui servait à définir même le domaine politique. Alors qu'est-ce que l'ordre naturel? Alors là, hop, attendez, faut que je sorte mes magnifiques schémas. Voilà, appréciez la qualité. Et je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, tout sera clair dès maintenant. Donc, l'ordre naturel. La nature, qu'est-ce que c'est? La nature, c'est, le monde, on va aller dire le monde corporel. Ce monde corporel, ce n'est pas le monde cartésien, c'est-à-dire une étendue pure, qui est régie par la grandeur, le mouvement, la figure. Le monde corporel, que ça soit dans la doctrine aristotélicienne, la doctrine, d'Al-Farabi Al-Khazali ou, la doctrine, de saint Thomas d'Aquin, thomiste, excusez-moi, pas pour Al-Khazali, voilà, je me suis trompé pour lui. La nature, c'est un mélangé, la corps, c'est un mélangé de matière et de forme. La forme, c'est l'idéal de la chose. Par exemple, heu, il y a un cheval et il y a l'idéal du cheval, ce à quoi doit se référer le cheval. Et ensuite, il y a la matière.
qui est indéfinie de base. C'est la forme qui définit la matière. Et donc la nature, c'est ce mélange de forme et de matière, ce qu'on appelle une substance mélangée. Cette substance mélangée, comme elle est mélangée, elle veut s'achever. Elle veut s'achever vers la forme. Elle veut devenir cette forme pure. Et du coup, c'est le sens du premier schéma. En fait, euh, la nature, voilà, c'est le N majuscule, c'est celui-ci. Voilà, donc vous voyez bien, c'est le N majuscule, le N ensemble, pardon, et c'est la direction que prend la nature. Et encore une fois, c'est régi comme une cause finale, comme on a pu le voir ici. Voilà. Je vais se regarder 2 secondes. C'est régi à peu près de la même manière. C'est-à-dire que la nature a une fin en soi, un télos, qui est de s'achever et de devenir bonne, belle, vraie. Vraie, ça veut dire en accord avec la forme. Et pour rejoindre cette forme, elle le rejoint via la loi naturelle. Mais nous sommes aussi dans un contexte assez religieux, puisque il faut aussi penser avec le catholicisme, ou en tout cas les religions abrahamiques. Et donc, il y a une notion de loi divine qui n'était pas forcément tout le temps le cas chez les antiques, quoique. Et cette loi divine, c'est celle qui a donné l'impulsion à la loi naturelle pour agir et pour que la nature se réalise. Et donc, excusez-moi, et donc on arrive à ce concept justement de loi naturelle. En effet, la nature semble suivre un ordre et s'accomplir dans une fin, qui est le beau, le bien, le bon, la perfection de la nature. Mais la loi qui régit la nature, est-ce que c'est vraiment ce qu'on considère aussi aujourd'hui comme les lois naturelles? C'est-à-dire lois du monde physico-chimique, les phénomènes, la gravité, les plantes, etc. Assurément non, car il faut bien retenir le sens du concept du monde. Les formes ordonnent la nature, elles sont les fins et les causes, puisque je vous ai dit, on sait dans les causes finales. Et je vous reprends l'exemple de l'œil, si vous voulez, je peux le redévelopper quand vous me poserez des questions. Il est donc nécessaire d'avoir une loi qui arrange le projet de la nature, et cette loi, on peut l'appeler loi naturelle. La loi naturelle, et c'est là qui est très important, puisque les lois humaines se basent sur la loi naturelle, est définie par saint Thomas d'Aquin comme je cite, pardon, la loi naturelle n'est pas autre chose que la participation de la loi éternelle dans une créature raisonnable. Et il dit plus tard, la loi éternelle n'est rien d'autre que la raison de la divine sagesse, en tant qu'elle dirige tous les actes et toute l'émotion. Et là, il faut se référer à ce schéma-là, qui va être un peu la passe difficile du raisonnement. Voilà, celui que j'ai entouré en vert. Dieu a créé le monde. Jusque là, on est d'accord. Comme je vous l'ai dit, Dieu a mis un télos dans la nature pour qu'elle s'anime, qu'elle bouge, qu'elle ait un sens, un projet. Dieu n'a pas fait une table, hein. C'est-à-dire que quand je vous dis Dieu n'a pas fait une table, c'est qu'il n'a pas fait un plan d'abord, ensuite il a fait ah bah tiens, je vais construire avec la matière dont j'ai à disposition, et du coup, ça sera une fin extérieure à la table. Non, le génie de Dieu est d'avoir fait des choses animées, contrairement à nous. Et Dieu organise la nature selon un gouvernement. Il dirige la nature vers lui, puisque lui est le centre du beau, du bien, du bon, du vrai. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le gouvernement divin. L'homme est dans la nature, et lui, il est régi sous le gouvernement de la raison, c'est-à-dire qu'il va se diriger, se contrôler vers sa fin par des lois et par des règles qui sont en raison, puisque la loi est définie en raison. Et donc, il faut qu'il se base sur quelque chose. Le Dieu se base sur la loi éternelle. La loi éternelle, c'est la raison du gouvernement. Cette loi éternelle, euh, elle ne concerne que les choses qui sont sous le gouvernement de Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas Dieu en lui-même, elle concerne ce qu'il y a en dessous de lui. Et tout ce qui ne concerne pas la loi éternelle, c'est Dieu lui-même, c'est la loi éternelle elle-même. Puisque Dieu lui-même n'a pas besoin de raison pour se gouverner lui-même, quoi. Vous avez compris. Et donc, cette loi éternelle, c'est ce qui régit vraiment tout le gouvernement, tout ce qui est sous Dieu, c'est-à-dire la nature, tout qui n'est pas Dieu. Et donc, l'homme a la raison, ici, Dieu a le gouvernement divin, et le lien, c'est la loi naturelle. Et en fait, l'homme, en se donnant des lois, participe du gouvernement divin. C'est-à-dire qu'il ordonne ses lois selon le gouvernement divin. Et ça, il le fait par la loi naturelle. Des exemples très concrets, de ne pas tuer ton prochain, par exemple.
ne pas, se nuire à soi, se conserver, la loi de conservation, toutes ces genres de choses qui nous sont instinctives, même chez les peuples les plus primitifs, mais qui peuvent être outrepassées bien évidemment, hein. On peut ne pas écouter la loi naturelle, sont des choses qui participent du gouvernement divin, qui participent de la loi éternelle, celle qui vise à parachever la nature dans Dieu. Et du coup, on a tous cette loi naturelle au fond de notre cœur, et on peut l'écouter ou ne pas l'écouter, faire des lois humaines en fonction de cette loi naturelle, ou ne pas faire des lois humaines en fonction de cette loi naturelle. Alors elles seront appelées des lois iniques, c'est-à-dire des lois violentes, injustes. Donc, en conclusion de cette petite sous-partie, on peut dire que la loi naturelle se définit par la participation, peut définir, pardon, la participation de l'homme au projet de Dieu, c'est-à-dire de finir la nature, de l'achever. Elle donne un sens au monde et un sens à nos politiques, nos décisions, nos lois, puisqu'elles permettent d'avoir ce qu'on appelle un droit naturel. Ce sont des choses qui sont innées dans la nature, qui participent au fait que la nature doit s'achever dans le bon. C'est-à-dire ne pas détruire la nature, par exemple, c'est une loi naturelle, parce que euh, détruire la nature serait nuire à la nature, serait nuire au gouvernement divin. Le monde se réalise, il tend à devenir quelque chose et sa perception se trouve dans le bien. Cette même loi, la loi naturelle, peut aussi définir du coup la manière dont les hommes participent de la raison divine, du gouvernement divin, dans les deux cas. Donc la loi naturelle qui permet d'achever la nature et la loi naturelle qui fait participer les hommes au gouvernement divin. Dans les deux cas, la nature s'est vue comme une œuvre autonome, qui a une fin en soi, où l'homme a une place privilégiée, puisque c'est le seul être de raison, et la loi naturelle définie comme saint Thomas d'Aquin ne concerne que les êtres de raison, et où il peut participer au gouvernement de Dieu. On remercie Dieu, bien évidemment. En somme, l'homme tend vers le bien par et à cause de la nature. Cette partie, bien sûr, si vous voulez revenir, elle est un peu complexe et un tour de passe-passe qu'il faut comprendre. Les questions pourront porter là-dessus, je pourrais refaire des schémas, etc., pour être le plus précis possible. Et je renvoie bien évidemment à ma source principale qui a été ici la somme théologique. Euh, et là, c'est le volume qui concerne les lois. Il me semble que ce sont toutes les questions. Attendez, excusez. Ouais, je crois que c'est les questions vers 70. Je vous redirai ça. Voilà. Et donc, on a défini qu'est-ce que la nature? Donc, c'est les choses, ce monde corporel qui tend à une fin, qu'elle a en elle-même. Qu'est-ce que la loi naturelle qui régit cette nature? Donc, à la fois ce qui lui permet d'advenir à cette fin et à la fois la participation de l'homme au gouvernement divin. Maintenant, nous allons définir la politique, le politique et l'ordre politique. Et pour ça, on va faire la même chose que la nature, c'est-à-dire d'abord la communauté politique et ensuite l'ordre politique. Comme on a fait la communauté naturelle et ensuite l'ordre naturel. Donc la communauté politique, on l'appelle la communauté des communautés. Et là, on va encore se retrouver devant nos merveilleux schémas. Celui-là est un peu compliqué à comprendre, mais pas tant que ça. Et il va bien nous aider à tout comprendre. Je parle, alors pour bien que vous voyez, je suis obligé de bien dézoomer, du coup vous en voyez d'autres, mais c'est bien celui-là. Donc, je reprends mon discours. La politique, c'est la communauté des communautés. Une communauté, c'est une réunion d'individus, on va la définir comme ça. Et pourquoi je dis que c'est la communauté des communautés? Parce que c'est la réunion d'individus hors de liens de sang. En effet, il y a des communautés familiales qui sont liées par des liens naturels, qui sont les liens de paternité et de maternité. Et en fait, être maître d'une communauté politique, c'est pas la même chose que être père ou être maître d'esclave. Maître d'esclave, d'ailleurs, en grec, se dit despotes. Les membres d'une communauté politique, ils sont égaux, c'est-à-dire où ils sont tous sujets d'une loi. Et en tant que citoyens, donc ça c'est, ils sont égaux devant la loi. Et en tant que co-auteur de cette loi, souvent, pardon, suivant différents modes. Parce que vous pourrez me dire, oui, Hastings, là tu me parles de la démocratie, les citoyens, tout ça. Non, non, non. On peut être co-auteur d'une loi en écrivant la loi. Dans ce cas-là, on est tous législateurs. On peut être co-auteur d'une loi en la contrôlant. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'elle s'exécute bien, on fait partie de ces magistratures. On peut être co-auteur d'une loi par le consentement, c'est-à-dire qu'on consent à ce que le législateur nous donne des lois parce qu'on le juge vertueux. Et ainsi, on est tous égaux sous cette loi et on est tous consentants et donc
par translation, on est coauteur. Cette égalité n'exclut pas d'ailleurs le privilège, hein. Un noble peut avoir des privilèges, mais un noble ou un paysan, s'il commet un meurtre, c'est un meurtrier. Alors que dans un régime qu'on peut nommer despotique, il y en a certains qui sont autorisés à tuer. Donc après, c'est les différences, de comment on va le tuer en fonction de son rang et cetera. On va le tuer de la même manière, ça c'est une autre question, mais sinon, on est tous sous une loi, on est tous sous un gouvernement de raison, c'est-à-dire, de loi. Et donc, la communauté des communautés qui est la politique, on va l'expliquer par le schéma. Donc la communauté X, celle-là, c'est une communauté quelconque. Ça peut être un ensemble de potes, des amis, une famille. Et en fait, la politique va assembler toutes ces communautés, étant donné que la politique, c'est la grande cité, c'est la société, on pourrait appeler ça aujourd'hui, la société comme société politique. Donc c'est, voilà, c'est un peu mal visible, c'est en jaune, c'est communauté politique. Et là, on a l'homme, l'individu. Je vous rappelle que l'homme bon est un bon citoyen et le bon citoyen est un homme bon. C'est pour ça que l'éthique permet la communauté politique. C'est le sens de cette flèche. Et parce qu'il permet la politique finalise l'homme, comme je vous l'ai dit, en se référant à ce schéma. Et du coup, on retrouve ce cercle, mais ici. Et en fait, cette finalisation va finaliser toutes les communautés qu'elle va rencontrer. Et c'est pour ça qu'on dit que la communauté politique est au-dessus de toutes les communautés, parce qu'elle achève toutes les communautés, communautés familiales, communautés villageoises, etc., etc. L'ordre s'applique d'abord à la politique et par ruissellement va s'appliquer à tous les ordres. Bien sûr, les communautés peuvent avoir des lois différentes, hein. Par exemple, être entre amis, ça peut être comme entre citoyens ou entre sujets du roi. Mais tout va s'organiser selon cette politique, tout va s'organiser selon les lois que la cité se dote, dont elle se dote, pardon, et ensuite que les humains s'approprient en se dotant eux-mêmes des lois, en étant de bons hommes, et ensuite ça se répercussionne sur la communauté politique, et vice versa dans un cercle vertueux. Et donc, il semble, je vous ai fait une flèche là en marron caca. Cette flèche, elle est importante, c'est l'ordre politique. Et pourquoi je vous ai dit, ouais, il y a un ordre politique qui achève toutes les communautés? C'est parce que je me base sur la citation d'Aristote. Je cite: La science suprême est architectonique par excellence, la politique. Qu'est-ce que ça veut dire architectonique? C'est le même mot qu'architecte, c'est-à-dire ce qui accomplit. Deuxièmement, la science ici, c'est pas dans le sens science moderne objective, c'est dans le sens savoir, c'est-à-dire une somme de pratiques, des connaissances qu'on peut avoir, euh, le domaine politique, oui. Donc la suprématie de la politique se fait parce qu'elle dirige tous les types de communautés, la communauté familiale, villageoise, etc. L'ordre politique, c'est l'ordre des ordres des communautés. L'ordre politique, c'est la science des fins de l'homme. Je vous ai dit, l'homme s'achève par la politique. Et dans la politique, encore une fois, attendez, je vous réfère à ce schéma-là. Et donc, il est tout à fait normal que les communautés qui ne sont pas des communautés politiques soient aussi régies par cette politique, puisque l'homme s'achève dans la politique et par la politique. Et du coup, toutes les communautés sont sous l'égide de la communauté politique. La communauté politique est donc bien une communauté, et la science politique, pardon, l'ordre politique, c'est bien un ordre architectonique, c'est-à-dire qui gouverne les fins de l'homme, donc les fins de toutes les autres communautés, par translation, tout simplement. Et donc, on peut conclure que la communauté politique, c'est celle qui amène également, de manière égale, les hommes vers la fin, vers leur fin, qui est donc aussi la politique. Et la fin de l'ordre politique, c'est aussi le souverain bien, c'est la finalisation de toutes les communautés, la finalisation de l'homme, c'est-à-dire le bien, la vertu de tous les hommes. Car la politique est pensée non pas comme une fin, comme on l'a dit au début, quand je vous dis ça, mais elle est pensée comme un moyen pour acquérir un souverain bien. Mais acquérir ce souverain bien, c'est aussi agir en tant que politicien, être dans le politique. Et du coup, ça devient un moyen et une fin, comme je vous l'ai dit, c'est régi par la cause finale. Et là, en séparant, maintenant je vais réunir et on va définir pourquoi cet ordre politique, cette communauté politique doit s'ordonner à la nature. Et c'est pour ça qu'on va d'abord étudier la notion de bonne communauté sous l'égide de la loi naturelle et de la loi divine, et ensuite qu'on va étudier les différents états de l'homme, de l'âme, et les états de la cité. Vous allez
tout comprendre. Ah, on m'entend plus, c'est ça? Ah si, si, j'ai cru que j'ai reçu un MP, fou, je me suis affolé là, parce que ça fait un quart d'heure que je parle. Donc, là pour le schéma, on va devoir s'occuper de ce schéma qui sera en deuxième partie, qui sera très utile, mais, pour l'instant il peut affoler, mais ne vous inquiétez pas, il est aussi simple comme les autres. Donc comme je vous l'ai dit, la praxis politique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc l'agir politique, en citant Arendt, j'ai dit que c'est gouverner. Gouverner, qu'est-ce que c'est? Gouverner, c'est piloter vers les fins. C'est comme dans le sens du celui qui tient le gouvernail, dans le sens, naval, c'est-à-dire le pilote, voilà, celui qui guide. Faire de la politique, l'action politique, c'est consiste ça consiste à tourner la société vers un objectif, vers un cap. Chez Aristote, le terme politeia et politema ont la même signification. Je renvoie Politique, livre 3, chapitres 6 et 7. Politeia est traduit par les traducteurs français comme constitué, constitution. Et politoma est traduit par gouvernement. Et donc, quand Aristote dit constituer, c'est comme gouverner, ça implique que gouverner, c'est l'exercice du pouvoir souverain, comme la direction des affaires publiques et des âmes, et ça admet un sens éthique et politique. On constitue l'homme comme bon, on constitue la société comme amenant, on gouverne, on se gouverne soi-même pour être bon, et on gouverne la société pour amener au bon. Donc il n'y a plus les problématiques de stratégie politique, de technique politique pour conserver le pouvoir, mais il y a des problématiques de constitution. Et jusqu'à Machiavel, et oui, c'est Machiavel, c'est pour ça que c'est une révolution entre guillemets de la pensée, jusqu'à Machiavel, la question c'est pas comment conserver le pouvoir, c'est pourquoi le pouvoir. Et que ça soit chez Aristote, que ça soit chez les aristotéliciens musulmans, chrétiens, juifs avec Moïse Marie-Onide, je sais plus son nom de famille, que ça soit chez les platoniciens, la question uniquement, pourquoi le pouvoir? Cette question de pourquoi le pouvoir ne permet de réflexion politique que celle du quel est le régime dont on doit se doter pour amener à cette fin qui est le souverain bien. Ce souverain bien doit être donc ordonné à quelque chose de supérieur. Chez les Grecs, c'est l'ordre naturel, et chez les religions abrahamiques, c'est l'ordre naturel par l'ordre divin. Et c'est là où on va se poser les questions du régime, du meilleur régime, le régime de plusieurs, de tous, et cetera, et ça va être l'obsession de la constitution. Et donc, dans le cadre des religions, abrahamiques, ça va être le problème d'agencer le gouvernement à celui du gouvernement de Dieu. Étant donné, c'est le pourquoi du pouvoir. Pourquoi ce pouvoir est pas un autre? Et là, je vais me référer à une source, musulmane, parce qu'elle permet de mettre en éveil une notion, mais, cette source est, comment dire? Ça peut être étendu, à la religion chrétienne parce qu'on y trouve des références, dans des, traités politiques, faits par des théologiens, donc saint Thomas d'Aquin que je cite depuis tout à l'heure, et d'autres, voilà. Mais c'est par facilité que je vais citer donc Al-Ghazali, qui va utiliser, des sources musulmanes et qui établit que le sultan, c'est-à-dire, le sultan, le prince politique, le sultan est trésorier des biens d'Allah sur c'est-à-dire que Allah, Dieu, offre au sultan des biens, donc c'est ce fameux gouvernement divin, gouvernement raisonné et loi naturelle, donc participation des hommes au gouvernement divin, et il doit garder les biens de Dieu, et garder les biens de Dieu, ça signifie les rendre comme il les a fait. Et Dieu a fait les choses finies, parfaites, et elles se finissent en lui. Ainsi, le trésorier de Dieu, qui est le sultan, doit être dans une certaine éthique, dans une vertu, doit être en accord avec les préceptes de Dieu, pour pouvoir ensuite rendre les biens que lui a donnés Dieu, heu, comme il les a faits, c'est-à-dire achevés et parfaits. C'est-à-dire qu'il doit transporter les hommes dans son bateau et les rendre bons et gouverner vers Dieu. Donc forcément les gouverner pour qu'ils soient bons et donc les hommes vont devenir bons sous un bon sultan. C'est pour ça d'ailleurs que dans toute la tradition musulmane, faut le savoir, heu, notamment développée avec, la théorie politique d'Al-Ghazali, va se développer, le genre des miroirs, c'est-à-dire éduquer le prince pour que les sujets soient bons et on dit que le sultan est le gardien de la porte des enfers, c'est-à-dire qu'à la moindre connerie, il rentre en premier, mais que c'est celui qui éloigne les hommes des enfers.
c'est pour la culture générale, faut le savoir. Et donc, hormis, cette question théologique, il y a aussi la question de, du coup, comment va-t-on se constituer en une bonne société? Comment la régler? Faut-il la régler sur plusieurs? Faut-il la régler sur tous? Faut-il la régler via une personne? Et c'est là, du coup, la problématique de pourquoi ce pouvoir? C'est la préoccupation de chercher le meilleur régime vers le souverain bien. Et il y a des régimes droits et des régimes incorrects. Et c'est là où on va développer, ce que vous avez pu voir peut-être de vous-même, ce que j'ai cru voir d'ailleurs, en tableau noir, c'est-à-dire les différents gouvernements. Monarchie, aristocratie, démocratie, tyrannie, oligarchie, et cetera. Le régime droit, c'est celui qui mène au bien et le régime incorrect, c'est celui qui assouvit un bien personnel. Le régime droit, c'est celui de la res publica, le régime incorrect, c'est celui de la res privata. Le régime droit est celui de la communauté qui est gouvernée et qui assouvit le bien de tous les hommes. Le res privata est celui et le gouvernement qui assouvit le bien d'une seule personne par l'utilisation des autres. Pour Aristote, d'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre de la res privata n'est plus politique. La communauté politique est détruite puisqu'elle ne considère plus des égaux, mais une multitude d'esclaves. Et c'est pour ça qu'on dit que les gens qui règnent sous la res privata sont des despotes. Despotes, maître des esclaves en grec. Euh, En latin, c'est dominus, normalement, mais dominus va devenir un mot qui va désigner le maître en général, et qui va donner d'autres mots qui ont plus ce sens tyrannique. Et donc, pour Aristote, il y a trois régimes droits, trois régimes incorrects. Les trois régimes droits sont la monarchie, l'aristocratie et la politie. Je vais définir la politie. Et les régimes incorrects sont la tyrannie, l'oligarchie et la démocratie. La politie, c'est dur à traduire. Ce qu'on pourrait traduire par respublica dans le sens de république, c'est le régime mixte, c'est-à-dire que c'est un régime constitutionnel où les citoyens sont co-auteurs directs de la loi et où ils occupent des places de direction magistérielle pour contrôler des représentants. C'est pas une démocratie participative, mais c'est pas non plus totalement euh, une démocratie représentative comme on la connaît, mais c'est le régime que va s'évertuer à défendre Aristote, la politie, notamment en disant que les foules peuvent développer des talents que les individus de cette foule n'ont pas, des vertus que les individus de cette foule n'ont pas, etc. Aristote va être un défenseur de la politie, sans vraiment rejeter non plus la monarchie et l'aristocratie, hein. Il va développer la royauté sous quatre aspects, il va développer l'aristocratie sous quatre aspects, mais on sent qu'il promeut le régime mixte. Euh, mais je vous avoue que là, c'est un terrain que je connais un peu moins, hein, la politie d'Aristote, mais on pourrait en discuter. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, Platon, lui, privilégie l'aristocratie, voire la royauté, la monarchie, et je vous renvoie aux politiques de Platon, parce que Platon a écrit les républiques et les politiques, qui est un dialogue entre l'étranger et le Socrate le jeune, qui est un autre Socrate, où il développe l'attitude royale, l'autorité royale, le pouvoir royal, et ce qu'il appelle, ce qui est traduit comme euh, le talent royal, dans le sens où royal, chez Platon, a un sens très positif. Très positif, très positif. Et donc, c'est ce que vous avez pu voir sur divers sites, voilà, les 3 types de régimes, corrects et incorrects. Et c'est en fait toute cette théorie qui se développe, sous ces 3 régimes, donc une concordance à un ordre naturel qui est défini par une loi naturelle auquel les hommes participent. Cette loi naturelle vise à amener les hommes à s'accomplir sous le gouvernement de Dieu. Des dieux, c'est chez les Grecs. L'homme doit donc gouvernare, c'est-à-dire diriger vers Dieu, vers un bien, restituer les biens de Dieu, comme le disent les musulmans. Et donc, il doit chercher à se constituer de la même manière et de la meilleure manière et pas à conserver un pouvoir, comme nous allons le voir le jeudi prochain. On va développer le conserver le pouvoir, juste. Et donc, dans le cadre des religions abrahamiques, ça peut s'expliquer, ça peut se citer, je peux citer, pardon, saint Augustin, dans la Cité de Dieu, qui va dire que la cité de la terre a une ombre sur elle, qui est la cité de Dieu. C'est une reproduction de la cité de Dieu. Et ainsi, il doit y avoir une cohérence entre les hiérarchies divines et les hiérarchies pardon, terrestres. C'est ce que va développer notamment Denis l'aréopagite, pardon, avec la hiérarchie des anges et des cardinaux. Et donc, en fait, ça doit faire comme une échelle pour amener vers Dieu. C'est très intéressant, mais on ne va pas développer tout ça tout de suite. Donc, la question politique devient celle de l'agencement
de la société à un ordre naturel, dont la fin est le bien, et un ordre divin, CF, la cité de Dieu, la cité de la terre, et la citation de Valhazeli. La question n'est pas comme aujourd'hui, comment conserver le pouvoir, mais dire pourquoi le pouvoir, dans le sens de pourquoi telle institution ou telle communauté, et donc de savoir comment constituer la communauté politique pour restituer les biens de Dieu intacts, c'est-à-dire achevés. Et là, on va développer la dernière partie pour bien comprendre la notion de politique chez les anciens, et c'est là où il va falloir être attentif au schéma. Je vais vous l'enterrer en violet, je déteste cette couleur, celui-ci. Alors, tac, tac. Pour vous expliquer un peu ce que je vais développer, il faut d'abord que je me concentre un peu sur l'homme et que je vous explique ce qu'on appelle la tripartition de l'âme. Pourquoi je vais vous expliquer ça? C'est parce qu'en fait, je vais vous expliquer la théorie de ce qu'on appelle le corps social chez les anciens jusqu'au scolastique, c'est-à-dire que la société est un corps qui est analogue au corps humain. Il faut comprendre ça pour savoir la notion de politique et pourquoi, en fait, tout simplement, je vous fais des parallèles qui sont peut-être un peu obscurs entre se gouverner, gouverner les hommes, l'éthique, la politique, se diriger soi, diriger la nature, participer du régime divin, participer du régime naturel, etc., etc. La tripartition de l'âme, c'est une théorie qui est développée chez Platon et Aristote, mais qui était déjà développée chez Empédocle, voire Parménide, me semble-t-il. Ça, il faudra voir pour Parménide. Et elle dit en gros qu'il y a 3 types d'âmes. Et là, on va se référer au joli schéma. Il y a 3 types d'âmes, je vous invite à regarder pour l'instant que ça. Il y a l'âme nutritive, qui est l'âme des plantes, l'âme sensorimotrice, qui est l'âme des animaux, et l'âme noétique ou intellective, qui est l'âme des hommes. La nutritive sert à s'agrandir, s'accroître, ce qu'on appelle le mouvement chez Aristote. Le mouvement, c'est pas que la localité, c'est s'accroître, s'agrandir, etc., changer, s'altérer. La sensibilité, c'est connaître la douleur, le désir, les désirs immédiats. Et l'intellective, c'est-à-dire réfléchir sur ce désir, mais aussi s'élever vers Dieu, s'élever vers le divin et avoir la raison, le logos. C'est là où on a justement le logos, et là on a la phoiné, avec l'accent grave. Et en fait, lorsque un être possède plusieurs âmes, ça s'imbrique, ça va pas se mettre à côté. C'est-à-dire que la nutrition, chez son animal, se fait via la sensitive. C'est-à-dire qu'il mange par désir et par appétit. Alors que l'être qui n'a que la nutritive ne mange pas par désir ou par appétit, il mange. C'est déjà ça. Et chez l'homme, la sensation, le désir, il est médiat. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur ce désir, on peut le contrôler, on peut y penser à ce désir. Et donc, toute cette chaîne se fait par le prisme de l'intelligence, de la réflexion, de la raison, si vous voulez. Hop, j'enlève ça. Et donc, cette tripartition de l'âme amène à une tripartition des vertus, et des vertus qui sont associées à chacun des stades de cette âme. Il y a la tempérance pour l'âme nutritive, c'est la flèche marron qui lie les deux là. Il y a le courage pour la sensorimotrice, le désir, et la sagesse pour l'intelligence. Et l'homme qui est courageux, il est aussi tempérant, et il va être tempérant par le courage. L'homme qui est sage est aussi courageux et tempérant. Il va être sage, il va être courageux par la sagesse. C'est-à-dire qu'il va se doter d'ennemis qu'il peut battre et il va être, comment dire, intelligent dans sa manière d'être courageux. Et il est aussi tempérant par sagesse, c'est-à-dire qu'il va être calme et réfléchir sur ce calme, cette tempérance naturelle, et développer une sagesse autour de ça et la contempler, cette tempérance. Et donc, euh, il y a en l'homme 3 étapes, et dans la société aussi. Selon Platon, la société est organisée en fonction de ces 3 vertus. Il y a les artisans, d'une part, qui doivent être tempérants, la vertu de l'artisan est la tempérance, les gardiens, dont la vertu est le courage, et les philosophes, dont la vertu est la sagesse. Et pour Platon, comme les philosophes maîtrisent la sagesse, ils doivent diriger les gardiens, comme l'intelligence dans une âme dirige la sensibilité, comme la sagesse dirige le courage. Les gardiens doivent protéger et contrôler les artisans.
comme le courage contrôle la tempérance, comme la sensibilité contrôle la nutrition. Et ainsi, vous avez une stricte équivalence entre la cité, d'une part, et l'âme d'un homme. Et donc se gouverner, c'est et peut se faire parallèlement au gouvernement d'une cité. En fait, la nature humaine est complètement calquée sur la nature d'une cité et réciproquement. C'est ce qu'on appelle la théorie du microcosme et du macrocosme. Cependant, il y a un petit couac. Et là, je vais mettre en parallèle l'une par Aristote et d'autre part la théorie de la monarchie de droit divin. Le petit couac, c'est celui-ci. Chez Platon, en fait, cette organisation mène à ce qu'on a appelé, parce que je déteste cette expression, le communisme platonicien. En fait, c'est le fait de communautariser tout, c'est-à-dire les biens, les richesses, les enfants, etc., pour qu'ils soient sous l'égide de la philosophie et de la sagesse, qu'ils soient tous bien répartis, etc., que tout soit à tout le monde. On peut pas parler de communisme parce qu'il y a trop de différences, il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu et il y a déjà un facteur religieux, en fait, chez Platon qui c'est 2 théories complètement différentes et demain jeudi pardon, je vais vous expliquer, ce qui a fondé, la politique moderne. Vous allez très bien comprendre le fossé qu'il y a entre, le communisme et ce qu'on a appelé le communisme de Platon. Et donc, le philosophe est à la pyramide, est au sommet de cette pyramide, de communauté. Chez Aristote, on est plus chez le chef d'orchestre, et chez la symphonie. C'est-à-dire que c'est une partition de voix complètement différente, mais égales, voilà, des voix différentes, des gardiens, des artisans, des différences entre les hommes, mais qui sont jugés de la même manière, qui sont égaux entre eux, et où les différences sont harmonisées par un chef d'orchestre qui est le philosophe. Et là, c'est la suite et c'est la question qui va clore ma présentation. Est-ce le prudent ou le philosophe qui gère la cité, qui gouverne la politique? Cette question, elle est importante. En effet, je vous ai bien expliqué qu'il y a deux types d'hommes finis. Il y a l'homme sage et l'homme prudent. L'homme sage, le philosophe, c'est celui qui participe du divin. L'homme prudent, c'est celui qui se réalise par et pour la cité et avec la cité. Le fait que je vous pose cette question doit vous faire réfléchir à pourquoi un mec qui est en dehors de la cité, le philosophe, peut diriger une cité. C'est complètement illogique. Pourquoi le sage va diriger la cité alors qu'il se réalise en dehors? Pourquoi c'est pas le prudent? Justement, c'est ça que va introduire et un peu Aristote et aussi la théorie du droit divin. En effet, le roi, certes, il est sage, mais c'est surtout le roi est caractérisé pour être l'homme prudent. C'est un chef d'orchestre qui harmonise les différences et qui ne fait pas du communautaire, qui ne rend pas tout commun, pardon, comme dans la théorie de Platon. Et le roi est prudent parce que c'est un homme qui s'est complètement réalisé dans la vertu, qui est totalement bon éthiquement et qui est totalement bon politiquement, puisque c'est ce qu'on lui demande. Et il se réalise dans la cité, le roi aussi. Le roi n'est pas en dehors de la cité. Cependant, l'homme prudent est inférieur à l'homme sage, car l'homme sage a réalisé cette âme. Précisément, que cette âme. Il n'est que de cette âme. Il a oublié tout ça, l'homme sage, presque. Et donc, l'homme sage est supérieur, presque comme un dieu, est supérieur à un homme. L'homme sage est supérieur à l'homme prudent. Mais l'homme sage ne peut pas intervenir dans la société parce qu'il s'est mis hors de la société, ce qui invalide la théorie platonicienne. L'homme sage ne peut que conseiller l'homme prudent parce que l'homme sage, c'est comme l'intelligence qui avertit la sensibilité, le désir et qui le réfrène et qui lui-même avertit la nutrition. Et ainsi, il faut un sage pour le roi. Et dans les théories de droit divin, cette sagesse est amenée directement de Dieu même. C'est Dieu qui se fait sage pour l'homme prudent. Et si on va un peu plus loin, cela amène à cette fameuse phrase qu'on répète souvent, la religion est au-dessus de la politique. Parce que je vous ai dit, oui, la politique, c'est la science suprême, architectonique, j'ai même sorti un mot en grec, waouh, je vous ai dit: «Oui, c'est la science des fins, nanani nanana» et on peut se poser légitimement la question: «Mais Astig, c'est la religion qui est censée nous achever, c'est notre foi qui est censée, rendre l'homme parfait». Mmh, effectivement, mais cette foi ne peut se réaliser qu'au sein d'une police, d'une cité et donc elle ne peut pas réaliser la cité elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Le sage ne peut pas être dans la cité, la sagesse ne peut pas être dans la cité. Elle peut gouverner la cité, elle peut être vers ce vers quoi
la cité va se mener. Mais donc, celui qui gouverne ne doit pas être le sage, mais le prudent. Et il doit acquérir la sagesse par quelque moyen que ce soit, par Dieu, via le magistère de Dieu, via euh, les hiérarchies que Dieu nous a données, via les anges, donc, en premier lieu, et ensuite les prêtres. Et c'est pour ça qu'on dit que la religion est au-dessus de l'État. Non pas que la religion doit être, je reprends mon schéma, la religion ne doit pas être ici, la religion doit être là, au-dessus. La religion doit inspirer l'homme prudent à prendre des bonnes décisions et à lui rappeler ceci, ce schéma-là, c'est-à-dire à lui rappeler que la loi naturelle sur laquelle il fonde ses lois, l'homme prudent, participe de la loi éternelle et qu'il faut jamais qu'il oublie ça parce que sinon il fait des lois iniques, comme je vous l'ai dit. Et donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés à une théorie politique qui a permis la royauté, c'est-à-dire, on ne se demande pas comment conserver le pouvoir, mais on se demande comment le constituer. On le constitue parce que l'homme se réalise en tant qu'il est politique, que c'est un animal politique, et que l'homme bon est un bon citoyen ou un bon sujet, et le bon sujet est un homme bon, et c'est réciproque. Ensuite, l'ordre naturel, il y a un ordre naturel dans le monde a un sens, et ça va être la problématique de la prochaine fois. Le monde aura perdu son sens, le monde a un sens, c'est une fin qui est inspirée de Dieu, mais il a sa fin en soi, comme l'homme a sa fin en soi. Il a une fin en soi, qui est dirigée par une loi naturelle, qui peut être soit comprise comme étant, ce qui permet, de participer à la voie divine, soit ce qui fait que l'homme participe à la loi divine, sur quoi il va baser ses lois, dans la cité, ses lois dites humaines ou son droit positif. Et cette société est organisée selon une tripartition, pardon, quel que soit le régime, c'est-à-dire politie, aristocratie, monarchie. Le schéma que je vous ai montré là des 3 stades est le même. Il est strictement identique. Et donc, quel que soit le régime, la constitution, il faut respecter ces 3 ordres, mais sauf que, heu, pour aller un peu plus loin que Platon, pour apporter la lumière religieuse, on peut pas faire en sorte que le philosophe dirige, puisque le philosophe participe du divin, il ne participe plus de la politique et donc ça serait bizarre que le philosophe dirige la cité, mais il doit diriger l'homme prudent, celui qui est capable des bonnes décisions, celui qui est capable d'être le pilote, celui qui tient le gouvernail, afin de lui rappeler qu'il doit tenir le gouvernail pour amener les brebis de Dieu à Dieu, pour rendre les trésors de Dieu à Dieu, et pour les rendre, il doit les rendre bons. Et c'est comme ça que je termine cette présentation de jeudi. J'espère avoir été assez clair.